Bonsoir madame, bonsoir mademoiselle, bonsoir monsieur. Bienvenue sur la belle radio et télévision, la chaîne panafricaine internationale, la marque de l'Afrique, l'image du continent. Et une fois de plus, merci de rester fidèle à Parler Politique. Parler Politique qui ce soir va faire une escale au Cameroun. Ils sont 9 à briguer la magistrature suprême du 7 octobre prochain au Cameroun. 9 dont le président Paul Biya qui postule pour son 7e mandat à la tête du pays. Avec lui, 2 vétérans de la joute électorale camerounaise en matière présidentielle, Adamou Damdjoya et Garga Amanadji. Mais avec eux aussi, des nouveaux. Ils sont 6 nouveaux, très ambitieux, prêts à donner de leur et du leur pour rabattre les cartes politiques dans le paysage politique camerounais. Ils sont 9 en tout, ambitieux, soit de conserver le pouvoir, soit de le conquérir. Mais depuis les années 90, avec le retour de la démocratie, le scrutin de 2018 apparaît comme l'un des plus importants, de par ses enjeux. Et les enjeux ne sont pas seulement pour changer le régime ou conserver le pouvoir, mais surtout la crise anglophone qui s'est invitée sur le débat politique, sur la scène politique au Cameroun. La crise anglophone qui a déjà fait des centaines de morts et des milliers, des dizaines de milliers de déplacés internes et externes. De quoi vouloir comprendre et entendre ceux qui postulent à diriger le Cameroun pour les 7 prochaines années. Qu'est-ce qu'ils en pensent? Quelle est leur perception? Comment vont-ils aborder ce sujet? À défaut d'avoir sur ce plateau les candidats eux-mêmes pour nous dire ce qu'ils font et ce qu'ils vont faire du Cameroun qu'ils veulent gouverner, nous avons pensé recevoir sur ce plateau ceux qui soit les représentent, soit parlent en leur nom, tout au moins à travers les partis qu'ils représentent. J'aurai le plaisir de vous présenter ces invités juste après cette respiration. Une fois de plus, madame, mademoiselle, messieurs, bonsoir et merci de rester fidèles à Parler Politique. Cameroun, cap sur la présidentielle 2018. Voici le thème de ce soir dans ce débat que nous vous invitons à suivre sur la présidentielle qui s'annonce au Cameroun. Et avec sur ce plateau, j'ai à ma droite le docteur Jules Valentin Ngoué, pour être précis. Il est historien, il est enseignant de profession, enseignant des écoles normales, mais il est ici en tant que secrétaire de la section RDPC, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais au Gabon. Bonsoir, M. Ngoué. Bonsoir Alain Blériot, bonsoir à tous. Et à ma gauche, M. Jean-Clovis Baha, c'est un militant du MRC. MRC, c'est le mouvement de la Renaissance ou pour la Renaissance du Cameroun, le parti du professeur Maurice Kamto. Bonsoir. Bonsoir, M. Mama. Merci d'avoir accepté notre invitation pour parler de l'élection qui s'annonce. Mais avant de commencer notre débat, suivons d'abord cet élément pour nous fixer les idées. C'est un reportage de notre correspondante permanente au Cameroun, à Douala, Carole Guissot. Sur l'échiquier politique national en termes de représentativité, le président sortant et son parti, le RDPC, ont à eux seuls 8 685 conseillers municipaux. Les 8 candidats totalisés ont à peine le quart des conseillers du RDPC, 1018 conseillers. Sur le nombre des députés, le RDPC bat encore le record, 148 députés contre 23 pour l'opposition. Sur le nombre de sénateurs, le parti au pouvoir rafle la mise. Il totalise 88 sénateurs contre les 7 de l'opposition, tous du SDF. Sur le nombre de maires, le RDPC occupe encore le premier rang avec 303 maires et 748 adjoints contre 95 postes de maires et 28 d'adjoints seulement pour les 8 autres candidats. Pour l'homme politique Abel Elimbilobé, Paul Biya, le président sortant, a déjà remporté la présidentielle, sauf sur présentation d'une candidature unique de l'opposition. Mais sur le terrain, des photos d'entente et de complicité se multiplient entre les candidats de l'opposition, annonçant une possible coalition des forces. Mais en vrai, c'est chacun qui s'octroie la capacité de la conduire. Joshua aussi du SDF a sa part de coalition. Akeremouna du FPD en appelle aussi à la coalition autour de lui.
Maurice Kamto, Serge Espoir Matumba et Cabra Libi en font pareil, ce qui augure un autre échec de l'opposition camerounaise le 7 octobre prochain. Pourtant, en face, le RDPC, parti au pouvoir, se frotte les doigts. Lui qui a récemment vu 20 autres partis politiques de l'opposition rejoindre la majorité présidentielle. Alors, je me tourne d'abord vers vous, monsieur du RDPC, monsieur Goué. Alors, votre sentiment après l'homologation de votre candidat pour la présidentielle 2018? Merci. Et il faut dire que ce n'était pas évident. Nous avons attendu assez longtemps pour avoir la confirmation de la candidature du président national. Mais finalement, ça a été un ouf de soulagement parce que non seulement nous connaissons l'aura et également l'expérience du président, mais nous savons aussi que les circonstances actuelles militent pour le fait que le manœuvrier de la politique camerounaise ait beaucoup d'expérience. Ok, je me tourne vers vous, M. Baha du MRC. Alors, votre sentiment rapidement sur votre candidat et après l'homologation de ces derniers pour la présidentielle de 2018? Oui, merci, M. Alex. Avant de répondre à cette question, je voudrais d'abord m'acquitter d'un devoir. C'est celui de dire un bonsoir sincère et mes chaleureuses salutations à notre président national, le professeur Maurice Kamto, qui, depuis son entrée dans l'arène politique, suscite d'énormes espoirs au sein de l'immense majorité de la population camerounaise. Mes salutations aussi à tous les militants et sympathisants du MRC de par le monde, et plus particulièrement ceux du Gabon. Nous sommes ici ce soir, c'est pour débattre sur un sujet hautement sensible. Mais déjà, votre réaction, on l'a homologué votre capot champion. Comment vous sentez dans votre parti? Oui, on va dire que c'est un sentiment de joie parce que c'est vrai que c'était prévisible, nous l'attendions, parce que lorsqu'il s'est agi de déposer les candidatures, nous n'avions pas de doute sur les capacités de notre candidat à pouvoir être retenu, parce que juriste de formation, nous savons que tout ce qui était demandé comme pièce à fournir pour pouvoir faire valider la candidature. Que vous avez pu remplir toutes les conditions. Il n'y a donc pas de souci par rapport à cela. Alors maintenant, je voudrais vous demander, vous êtes finalement neuf, n'est-ce pas, pour l'instant, tout au moins en attendant les recours devant le Conseil constitutionnel. Vous êtes neuf pour briguer la magistrature suprême le 7 octobre prochain. Monsieur du RDPC, est-ce que, quand on voit en 2011, ils étaient environ, je pense, 23 candidats retenus sur une quarantaine de candidats. Cette fois-ci, il y a 9 retenus tout au moins à ce stade sur 27 candidatures. Est-ce que ce nombre réduit par rapport à l'exercice précédent, ça vous satisfait? C'est un avantage pour vous ou un inconvénient? Oui, bien sûr, mais avant tout, c'est une victoire pour la démocratie camerounaise qui montre sa vitalité et son intelligence. Et avec 9 candidats, la représentation est raisonnable. Il n'y aura pas trop d'émiettement de voix. Et s'il y a des poids lourds, ils vont se dégager et ce sera un combat loyal. Bon, alors que plus de 20 candidats, déjà, c'était pléthorique. Donc, je pense que c'est une bonne chose. Nous aurons des projets variés. Nous aurons sûrement des plateformes qui permettront à tout le monde d'évoluer, de faire évoluer le Cameroun. Alors, et vous, est-ce que c'est un avantage ou un inconvénient pour vous du MRC? Bon, je ne vais pas parler ni d'avantage ni d'inconvénient. Je vais tout simplement faire remarquer que dans un contexte politique comme celui du Cameroun, 23 candidats, comme ça a été le cas en 2011, pour nous c'était énorme. Et que cette année, je crois que si on se retrouve à 9 candidats retenus, les autres qui ont été, n'est-ce pas, recalés, c'est tout simplement parce que pour la plupart n'ont pas été à mesure de payer la caution qui était demandée. Je crois que c'est aussi une mesure qui permet d'assainir la scène politique camerounaise pour éviter, n'est-ce pas, que pour des occasions comme celle de la présidentielle, qu'on retrouve n'importe qui se présente pour briguer la magistrature suprême. Pour ma part, je pense que c'est un bon effectif et nous attendons de voir qu'est-ce qui va se passer dans les jours à venir. Et nous sommes tous là, et nous allons tous voir ce qui va se passer. Mais en attendant, je vais vous soumettre à un exercice.
Cet exercice consiste à évaluer vos candidats en dehors de vos propres champions. Alors, ce n'est pas un jugement de valeur en tant que tel, mais donnez quand même vos impressions. Vous êtes sur un terrain concurrentiel, vous savez quand même où mesurer les faiblesses, les forces des uns et des autres. Vous avez une idée de vos adversaires. Commençons par Adamou Ndamdjoya, monsieur DMRC. Oui, Adamou Ndamdjoya, c'est un candidat qui aujourd'hui a 76 ans. C'est un ancien ministre de la République. Je crois qu'il est déjà à sa deuxième tentative publique. Je pense que ça, c'est la troisième en ce moment. C'est la troisième. Et les deux dernières ne lui ont pas fait que des cadeaux, parce que si on s'en tient aux résultats obtenus, je pense qu'il n'a pas beaucoup de chance, cette fois-ci encore, à moins qu'il fasse comme en 92, n'est-ce pas, se rallier à un candidat qui a du potentiel et qui montre véritablement des forces sur le terrain. Adamou Ndamdjoya, à la loupe du RDPC, vu du Gabon. Adamou Ndamdjoya est un candidat qui revient le plus souvent, mais comme la plupart des candidats de l'opposition, sa base est d'abord ethnique. Donc ça peut être pour lui peut-être une limite dans la mesure où cette fois-ci on se bat sur le plan national. Et donc je me garde de juger les adversaires, je vais plutôt me concentrer sur les forces de mon candidat. Mais on va continuer quand même cet exercice. Garga Amanadji. Garga Aman Adji, tout le monde connaît son franc-parler et c'est, disons que c'est un homme ça suffit pour le faire élire? Mais je pense pas que cela puisse suffire. Si votre candidat n'était pas candidat. Si mon candidat n'était pas candidat, je crois qu'il aurait besoin d'avoir, disons que des coalitions pour peut-être mieux s'en sortir. Garga Amanadji, monsieur. Garga Amanadji, je vais peut-être le situer dans le même cadre que le docteur Adamou Ndamdjoya. Il brigue pour la troisième fois ce poste présidentiel. Donc le résultat sera constant. Et je ne vois pas M. Garga Amanadji en train de faire mieux que les précédentes coupes. Alors on va maintenant vers les nouveaux. Alors, Jojoa aussi, du SDF. Oui, Jojoa aussi a la lourde tâche de remplacer un dinosaure et ce n'est pas aisé pour lui. Et je pense que même si, entre-temps, il a pu polir son image et est devenu peut-être un peu plus subtil. Et j'ai l'impression que le fait que il y ait certaines tensions dans la région et que les positions des leaders politiques étaient équivoques, lui enlève un certain nombre de chances. Jojoa aussi, vu du MRC? Oui, il est le candidat d'un grand parti qui est le SDF. C'est un parti qui, en 92, a fait trembler le RDPC. Mais la posture qui est celle de monsieur aussi, à mon sens, ne lui donne pas toutes les chances nécessaires parce que le SDF en ce moment n'est pas ce qu'il était il y a 20 ans. Je pense qu'avec des soupçons d'acquaintance avec le RDPC, ceci a pesé de façon négative sur le SDF. Alors, on va passer en ce moment sur Maître Akeremouna. Oui, Maître Akeremouna, c'est un avocat de renommée internationale et qui rentre à peine dans la scène politique. Et qui peut rapidement devenir président si votre candidat n'est pas élu et si le président du RDPC... Non, c'est une force sur laquelle on devrait compter. Et je pense que dans les tractations qui se mènent en ce moment, il est l'une des personnes que notre parti sollicite, n'est-ce pas, pour une coalition forte. Akeremouna du RDPC, vu du RDPC? Au Gabon, je précise parce qu'il ne faut pas penser que c'est vu du tout le RDPC, mais oui. Mais sinon, il faut aussi revenir sur le fait que la présentation aux élections est aussi le résultat d'un calcul individuel des candidats. La politique, elle est collective, mais elle est aussi, des équations individuelles. Des équations, faites d'équations individuelles. Donc, je crois qu'il y a une certaine forme de positionnement qui peut se ressortir de là. Et à ce jeu-là, malgré le fait que nous cherchons à garder le
le pouvoir, les autres cherchent à le conquérir. Et je me garde de rentrer dans les... Et qu'est-ce que vous pensez alors de Serge Espoir Matomba? C'était un conseiller municipal à Douala, Oui. président d'un nouveau parti. Oui, président d'un nouveau parti, je crois qu'il y a toujours un début à tout. Et dans ce contexte, il faut commencer déjà ma foi, à prendre les habitudes d'un leader. Mais déjà, il a commencé à être élu conseiller municipal, parce que son parti est jeune, mais c'est déjà... C'est déjà quelque chose, mais c'est une consécration locale. D'accord. Alors, Serge Espoir Matomba, de votre côté? Oui, c'est un jeune qui rentre dans l'arène politique. C'est un opérateur économique aussi, il faut le relever. Et je dois dire que j'apprécie beaucoup le courage qu'il a, parce que il y a 7 ans, on n'avait pas de candidat de cet âge-là. En ce qui concerne ses chances, je ne peux pas m'hasarder, n'est-ce pas, de dire s'il peut remporter ces élections ou pas. Mais je pense que pour l'avenir, c'est un candidat qui promet. Et pour ma part, il serait intéressant, n'est-ce pas, qu'il se rallie à un candidat comme Maurice Kamto. Alors, le pasteur Franklin Ndifor Awanfi. J'avoue que je n'ai aucune information sur le pasteur Franklin. C'est vraiment un inconnu de la scène politique. Et je me garderai, n'est-ce pas, de donner un avis sur ce candidat. Franklin, il est anglophone. Alors, Ndifor Awanfi, selon vous? Oui, mais enfin, disons que... Si vous ne connaissez pas. Oui, c'est un candidat qui n'a pas encore fait ses preuves et qui rentre aussi dans l'arène. Et il y a aussi une particularité, c'est qu'il sort de ce qu'on a l'habitude d'appeler le groupe des hommes de Dieu, même s'ils sont de plus en plus politisés. Bon, il aura à faire ses preuves. Enfin, Cabral Libi. Votre avis au RDPC? Cabral Libi, lui, me donne l'impression d'être surtout un technocrate. Et peut-être l'effet Macron est passé par là aussi. Et donc, il ne faut pas s'étonner de voir maintenant les policiers être ambitieux de manière précoce. Donc, on attendra de voir son projet de société pour pouvoir peut-être, de notre côté, savoir comment le contrecarrer. C'est pas être précoce à 38 ans, c'est pas être précoce quand même. Bon, alors, et Cabral Libi, de votre point de vue? Oui, encore un jeune courageux, téméraire, n'est-ce pas, et qui, depuis quelques années, s'est illustré par des interventions percutantes sur les chaînes de télévision. Et aujourd'hui, c'est un des candidats qui va peser très lourd dans cette compétition qui s'annonce le 7 octobre prochain. En ce qui concerne ses chances d'être élu, moi, je conseillerais au jeune Cabral, que je respecte beaucoup, n'est-ce pas, de voir dans quelles circonstances sera lié au professeur Kamto pour penser à 7 ans plus tard à se représenter. Alors maintenant, je vais vous poser la question. Là, vous connaissez très bien vos candidats, vos propres champions, mais je ne vais pas vous donner ici l'occasion de les vendre plus qu'il ne faut, mais simplement rappeler un peu vos forces, parce que vous les connaissez, pour que nous continuions dans le débat de fond. Alors, le président Paul Biya, président sortant, 36 ans de pouvoir, 7e mandat, monsieur du RDPC. Est-ce que ce n'était pas le moment n'est-ce pas un mandat de trop, selon certains? Il faut d'abord préciser que la candidature du président Biya est d'abord d'ordre statutaire. Quand on regarde les textes de base de notre parti, le président national est automatiquement le candidat désigné pour représenter le parti aux élections présidentielles. Et par là, tout le parti était en attente pour voir s'il va écouter les appels de pied et les appels à candidature venus de la base. Et en se positionnant, on s'est dit qu'il a écouté notre appel. Et là, on sait que ses grandes chances repose essentiellement sur son expérience et également son aura. Il faudrait aussi savoir que nous sommes face à des enjeux bien précis dont on parlera par la suite tout à l'heure. Oui, et donc dans ces circonstances,
quand un pays est carrément en guerre, parce qu'il y a la guerre au nord, on ne change pas de commandant en chef. Et en même temps, il a suffisamment d'expérience pour pouvoir négocier les tensions qui se retrouvent à l'ouest du Cameroun à l'heure actuelle et qui ont une connotation géopolitique. Et dans ce domaine-là, il a déjà eu à négocier très bien le dossier Bakassi. Et donc, je crois qu'il était opportun qu'il nous rende ce service. Alors, au MRC, le professeur Kamto est le champion. On se fait le plaisir de rappeler tout simplement ça. Mais en même temps, on dit que certains, parmi les concurrents d'ailleurs, disent que le professeur Kamto est très mal placé pour être opposant. Il a servi pendant longtemps avec Biya, c'est un collaborateur de Paul Biya, mais au rang de ministre, c'est pas le moindre niveau, et que vraiment, en tant qu'opposant, on ne le voit pas en tant qu'opposant. Est-ce que c'est pas une faiblesse de votre côté? Comment est-ce que vous pouvez... certains disent même que tant que l'original est là, pourquoi aller choisir la copie? Oui, M. Mama, avant de parler du professeur Maurice Kamto, je voudrais d'abord revenir un peu sur... le président Paul Biya, qui est le candidat sortant. Mais moi, je souhaiterais d'abord que vous veniez d'abord sur le professeur Kamto, parce qu'on évolue dans notre... Oui, si je devrais dire un mot sur le professeur Kamto par rapport à ce qui est dit ça et là, le fait d'avoir rendu service à un État ne constitue pas une faiblesse pour quelqu'un qui aspire à diriger un pays. Surtout, il faut se rappeler, et mon co-panéliste tout à l'heure faisait la fine fleur au président de la République sur l'affaire Bakassi. Il faut rappeler que celui qui a pesé très lourd dans cette affaire qui nous ramène, qui retrocède Bakassi au Cameroun, c'est le professeur Maurice Kamto. Alors, que l'on nous dise que parce qu'il a été ministre, ça fait de lui une photocopie du président Paul Biya, c'est manquer un peu de respect pour cette grande personnalité qui, il faut le rappeler, est sollicitée de par le monde pour régler certains conflits dans certains pays. On l'a vu tout récemment sur le dossier Guinée équatoriale, dans l'affaire des biens mal acquis. On l'a vu également au niveau de la Cour internationale de justice. Alors, nous dire que parce qu'il a servi le Cameroun, on se pose la question. Mais est-ce que lorsque... Non, ce n'est pas parce qu'il a servi, on dit que c'était un collaborateur du président Biya et que par conséquent, il n'est véritablement pas un opposant comme d'autres. Non, mais quand on a arrivé sous l'aile d'un président, et qu'à un moment donné, on se rend compte que ce qui est fait dans le gouvernement ou ce qui est fait par ce président n'est pas de nature à faire avancer le pays. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, il est bien dans son... On démissionne et puis, on se met... En tout cas, c'est tout son droit. Hein, c'est son devoir également. Donc, on ne peut pas lui reprocher le fait d'avoir travaillé dans le gouvernement. Alors maintenant, je vais vous poser la question de savoir comment vous, à l'opposition, vous comptez battre le président Biya en particulier, c'est-à-dire ceux qui veulent compétir, lui, arracher le pouvoir. Alors, vous avez parlé tout à l'heure, vous conseillez aux jeunes Cabral Libi de se rapprocher de Maurice Kamto dans le cadre d'une certaine coalition. Est-ce que vous pensez, c'est comme ça que vous pensez que ça peut battre le président Biya, ou bien vous pensez que seul votre candidat peut le battre? Non, nous sommes ouverts à une coalition. Nous ne sommes pas opposés à la coalition. Et il faut rappeler que la coalition n'est pas la condition sine qua non pour battre le président Biya. Le président Biya a déjà un caillou dans sa chaussure, c'est son bilan qui ne parle pas en sa faveur. Donc nous ne pouvons pas nous soucier si on était dans un cadre d'élection libre et transparente où les jeux sont clairs pour tous, on n'a pas de souci à se faire sur la défaite du président de la République. Seulement, ce que nous devons également analyser pour évaluer les forces et faiblesses des uns et des autres, c'est de voir sur le plan des qualités que chaque candidat peut avoir. D'abord, sur le plan des qualités. Qualité sur le plan humain, qualité sur le plan intellectuel, qualité sur le plan professionnel, et j'ai parlé tout à l'heure du bilan. Donc, à ce niveau, vous pensez que le professeur Kamto peut... Nous avons un candidat qui, sur ce plan-là, remplit toutes les conditions. Mais en matière de coalition, quand même, je voudrais vous rappeler que lui-même met des doutes quant à la réalisation d'une coalition au Cameroun. Non, pas d'une coalition. Lui, il émet des doutes à candidature unique. Candidature unique. Bien. Alors, je vais passer vers le monsieur de RDPC pour lui demander, est-ce qu'un candidat unique, pour reprendre votre contradicteur ici, peut effrayer le président Biya, le candidat du RDPC?
Je ne peux pas dire qu'il peut l'effrayer. Vous savez, on respecte tous les candidats. Nous sommes dans une compétition. Mais un candidat unique, c'est certain qu'il relèvera le score de l'opposition. Le score de l'opposition, mais nous sommes certains que le président Paul Biya a tous les atouts pour gagner cette élection, et je crois que parmi ces atouts, il y a d'abord l'envergure du champ d'action du parti, aussi bien sur le plan local que sur le plan international, avec 17 sessions à l'extérieur, avec la société civile qui est à l'écoute. Et nous avons pour objectif surtout de récupérer ce qui a souvent fait gagner les élections, c'est-à-dire la majorité silencieuse. Nous sommes dans la logique de l'évolution dans la continuité. Mais on vous prête également les intentions, et nous allons peut-être terminer par là ce dernier round de notre débat de ce soir. Mais on vous prête également les intentions, au-delà de tout ce que votre déploiement sur le terrain, votre puissance au niveau du nombre, mais que vous abusez peut-être également de la toute-puissance administrative, c'est-à-dire avec ces institutions, pour faire campagne et tout cela, y compris même quand les membres relevant de votre parti sont membres du gouvernement et qu'ils s'immiscent dans des affaires intérieures des pays. Nous avons suivi le parti de Kawala, le CPP, qui s'est plaint de l'immixtion de la nomination des délégués, des interlocuteurs de son parti par le ministre, alors que les instances n'ont pas prévu cela. Et même chose dans l'UPC. Donc tout cela participe un peu de ce qui contribue à votre, à votre victoire permanente. Il faut dire que le parti au pouvoir est souvent soupçonné de tout. Et plein de rumeurs circulent, confirmées ou non, sur ces stratégies pour conserver le pouvoir. Mais nous reposons sur notre action sur notre organisation pyramidale qui nous fait tout remonter à partir de la base, et l'occupation du terrain auprès des notables, auprès de la société civile. Et même, il faut ne pas oublier également qu'il y a 21 partis qui sont dans notre coalition. Et je vous assure que c'est un travail de fourmi. C'est ce travail de fourmi. Victoire garantie au 7 octobre. Qui devrait normalement nous conduire à une victoire. Mais en sport, on ne dit jamais qu'on a gagné. En politique, c'est la même chose. Et donc, nous mettrons tous les moyens en branle pour pouvoir avoir le résultat que nous souhaitons. Ok, d'accord. Nous allons évoluer dans cette discussion et nous allons essayer d'examiner un peu l'enjeu principal. Il y a beaucoup d'enjeux, mais l'enjeu principal, à notre humble avis, qui est de cette élection, il s'agit de cette crise anglophone, n'est-ce pas, cette volonté affichée, déterminée, pratiquement exécutée de sécession de la part d'une frange de la composante anglophone du Cameroun. Mais auparavant, suivons cet élément pour nous fixer les idées. La crise anglophone dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun continue d'endeuiller et de déplacer des centaines de familles. En juillet dernier, un prélat de l'église catholique a été tué par des individus encore non identifiés à Bouya, chef-lieu de la région du sud-ouest. Le curé Alexander Nougisob de la paroisse Sacré-Cœur de Bomaka a été transpercé de 2 balles. Exaspéré par la situation, le cardinal Toumi, archevêque émérite, a annoncé à travers un communiqué d'un collège d'autorités religieuses la tenue d'une conférence générale sur la guerre dans les zones anglophones, prévu se tenir les 29 et 30 août prochains. Ils ont également décidé de la désignation des représentants qui vont porter les préoccupations anglophones lors d'un indispensable dialogue national dont ils espèrent que le chef de l'État, Paul Biya, mettra sur pied bientôt. Tout ceci, ont-ils précisé dans le communiqué, ne sera possible que sur la base de certaines conditions préalables à la conférence, le cessez-le-feu, la libération des personnes incarcérées et le retour des réfugiés. Une initiative accueillie favorablement par certains partis d'opposition de premier rang, tels que le Social Democratic Front de Ni John Fondi, leader de l'opposition, et le Cameroon's People Party de Kawala, qui y voit une lueur d'espoir pour toutes les populations victimes qui ont soif de paix.
Un avis que partage le ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, Grégoire Oona, membre du comité central du RDPC, parti au pouvoir, et qui est en porte-à-faux total avec la position du gouvernement dont il est pourtant membre. À la suite de l'annonce de la conférence, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, a indiqué à la télévision nationale que l'initiative est bonne, mais qu'il n'est pas question que l'État cède aux conditions préalables à cette conférence. Le maire de Buea, Patrice Ekema, a quant à lui interdit dans son territoire la tenue d'une telle conférence. Affaire à suivre. Voilà, nous avons suivi et nous allons examiner cet enjeu principal sous deux angles. L'angle de l'initiative du cardinal Toumi d'une conférence pour les anglophones afin de préparer un dialogue inclusif qui devrait avoir lieu. Initialement, ce dialogue devait avoir lieu à la fin du mois d'août, mais ça a été reporté aux dernières nouvelles pour pratiquement la fin du mois de novembre, en tout cas la deuxième quinzaine du mois de novembre. C'est qui, en ce moment, le président aura déjà été élu et peut-être aura même déjà prêté serment. Donc voilà, pour ce qui est de cette initiative, on va en parler rapidement, mais également on va parler un peu le plan humanitaire d'urgence, je pense que c'est comme ça qu'on l'appelle, une initiative du chef de l'État pour venir au secours de deux régions anglophones du pays sinistrées par cette crise anglophone et avec toutes ces populations déplacées et qui ont perdu beaucoup de choses. C'est sur ces deux angles-là que je vous propose d'aborder notre débat, cette partie de notre débat de ce soir, pour vous demander déjà par rapport à l'initiative du cardinal Toumi. Alors d'abord, qu'est-ce que vous suggère le report de cette conférence? Initialement, c'était en fin août, je l'ai dit, mais maintenant, ça doit être en fin novembre. Qu'est-ce que ça vous suggère, M. Goué? Oui, mais parce que dès que le cardinal a disons que fait son annonce, ce qui nous a le plus gêné, c'est le timing. Parce que là, ça serait venu beaucoup plus tôt ou plus tard, ça serait dans un contexte neutre. Mais là, à ce moment-là, ça rentrait tout de suite dans la logique de l'élection, comme si c'était une condition sine qua non pour que les élections se passent bien, etc. Le fait déjà de le repousser maintenant montre que le problème est un problème de fond et nous savons que c'est un problème qui n'est pas aisé à arranger. Parce qu'il y a beaucoup d'interférences, et notamment des interférences internationales qui ne sont pas toujours faciles à négocier. Et quand on sait qu'au même endroit, sur un synclinal pétrolier très important, et en très peu de temps, il y a eu la guerre du Biafra, il y a eu la guerre de Bakassi, et maintenant, il y a le conflit dans la zone anglophone. Donc, et je le dis, il faudrait que tout le monde sache que les richesses du Cameroun sont les richesses de tous les Camerounais. Les barrages de la Sanaga maritime éclairent tout le Cameroun, mais pas seulement la Sanaga maritime. Par contre, donc, le pétrole camerounais peut être au service également de tous les Camerounais. Nous sommes tous Camerounais, quelle que soit notre coloration culturelle, ethnique et autres. Et de l'initiative même, qu'est-ce que vous en pensez au-delà? Et donc, l'initiative en elle-même, quand on cherche un arrangement, c'est toujours une bonne chose. Mais présenter cette initiative comme, en quelque sorte, que les conclusions qui en découleront seront, en quelque sorte, des conditions incontournables et ma foi, indiscutables, là, ça prendrait une autre coloration. Mais je ne pense pas, parmi nous, il y a des gens intelligents, on peut, ma foi, tenir compte, ce qui est très important, de l'avis des uns et des autres et tirer des conclusions, mais laissons faire la négociation, laissons faire, disons que les éléments autres que les éléments militaires. Okay. Et monsieur du MRC, monsieur Baha, alors d'abord votre sentiment sur le report, deuxièmement le sentiment sur l'initiative en elle-même. Oui, avant de donner mon sentiment sur le report et sur l'initiative, je tiens d'abord à rappeler que le conflit... Il faut dire, peut-être que je vous interromps pas, il faut dire que le sentiment que vous donnez, je pourrais dire c'est le sentiment partagé au sein de votre mouvement. Tout à fait, tout à fait. Mais avant d'y arriver, je voudrais d'abord faire un point sur les origines de la crise. Parce que vous savez,
cette crise... Vous voulez quand même y aller très rapidement parce que nous connaissons à peu près, nous ici, sur ces plateaux, nous avons déjà débattu de la crise anglophone. Tout à fait. On voudrait connaître maintenant en posture électorale, comment est-ce que ça s'est précisé. Tout à fait. On va dire que la nature a horreur du vide. Et lorsqu'on le dit, c'est que si vous avez un espace territorial que vous n'occupez pas, et même un terrain que vous n'occupez pas, il est fort possible qu'un voisin vienne s'y installer sans forcément demander votre accord. Ce qui s'est passé au Cameroun, c'est que depuis le début de cette crise anglophone, on a longtemps attendu que le chef de l'État prenne des initiatives. Il n'est pas dit qu'il ne l'a pas fait. Il l'a fait, mais on a plutôt remarqué que c'est comme si, pour soigner un paludisme, on avait pris de la nivaquine. Et au grand mot, on dit des grands remèdes. Donc, s'il y a une personnalité camerounaise, en l'occurrence le cardinal Christian Toumi, qui prend une initiative et que l'on voit derrière cette initiative des calculs politiques, à ma connaissance, le cardinal Christian Toumi n'est pas un politicien, c'est un prélat et de notoriété reconnue par tout le monde. Donc l'initiative qui a été prise vient en quelque sorte combler un vide qui a été laissé ou créé par le gouvernement qui n'a pas su prendre des bonnes dispositions ou des bonnes mesures pour résoudre la crise anglophone. Lorsque le cardinal Christian Toumi prend l'initiative d'organiser une telle conférence et qu'au sein du RDPC et tous ceux qui l'entourent, on y voit un calcul politicien, nous, au MRC, nous disons que c'est très mal vu. Oui, parce que certains ont dit qu'il y a un agenda caché. Alors, lorsque le docteur tout à l'heure parlait de timing, il n'y a pas de timing. Il y a la guerre dans le nord et dans le nord-ouest et dans le sud-ouest. La guerre est évidente, elle est effective, ça se voit. On ne peut donc pas attendre de compter les morts parce qu'il y a une élection qui arrive avant de trouver la solution à ce problème. Nous pensons qu'à tout moment, et dès maintenant, il est impératif, n'est-ce pas, qu'on trouve des solutions à ce problème parce que, imaginez, je ne sais même pas dans quelles conditions les élections vont se passer dans le nord et sur le sud-ouest. Si tant est que c'est ce que le gouvernement attend prioritairement, on ne peut pas continuer à compter des morts parce qu'on privilégie une élection présidentielle alors qu'il y a dans la communauté camerounaise des personnalités qui sont écoutées, qui pensent qu'elles peuvent apporter leur contribution à la résolution de cette crise. Pour notre part, nous pensons que l'initiative de Christian Toumi, qui malheureusement a été reportée, était une très bonne initiative. Et pourquoi malheureusement ? Malheureusement parce que... vous pensez que c'était opportun justement au moment où il a convoqué un oui, fin du mois ? Vous avez un malade sous la main, vous ne programmez pas un temps pour l'amener à l'hôpital. Vous l'amenez à l'hôpital aussitôt qu'il est malade. Vous savez également que, je ne voudrais pas de moi, je dis ce qui est dit là-dessus, c'est-à-dire la conférence, c'était d'abord pour voir comment les anglophones s'organisent dans la perspective d'une table, d'un dialogue. Voilà, donc entre la fin de cette conférence, les conclusions de cette conférence, et maintenant, est-ce que par rapport à ce que M. Ngoué vient de dire, est-ce que le timing n'était finalement pas très serré par rapport à l'élection, parce que fin du mois d'août et puis début du mois octobre, ça laissait que pratiquement environ une trentaine de jours pour résoudre un problème de cette nature. La conférence était prévue pour la fin du mois d'août. C'est ça. Oui. Et ça devrait durer maximum une semaine. Non, c'était même 2 jours. Voilà. Maintenant, si on prend une semaine pour réfléchir sur un problème qui en ce moment est en train de faire mourir des Camerounais, moi je trouve que ce n'est pas assez. Et qu'on ne devrait pas dire il faut attendre la fin des élections pour pouvoir s'asseoir autour d'une table pour réfléchir à la question. Et n'oubliez pas, M. Momar, que nous sommes arrivés à cette situation tout simplement parce qu'il y a eu un déni du problème anglophone. Beaucoup de personnes ont passé le temps à nous dire il n'y a pas de problème anglophone, il n'y a pas de problème anglophone. Aujourd'hui, nous arrivons à une insurrection. Les gens sont armés de part et d'autre et on se tire dessus. Pourtant, c'est un problème qu'on aurait dû régler il y a 1 an. Donc, maintenant que des initiatives sont prises par des personnalités bien connues du Cameroun, moi je trouve que nous demander qu'on renvoie parce que timing politique, moi je dis, en attendant, qu'est-ce qu'on fait? On continue à compter les morts. Ok, on a bien compris votre position, mais je voudrais relancer un peu M. Ngoué du RDPC pour dire que les gens ont estimé également que cette initiative du cardinal Toumi renforçait quelque peu le caractère séparatiste de ceux qui demandent la sécession, parce qu'il n'a invité que les anglophones. D'autres disent non, le problème du Cameroun doit se régler de façon globale. Est-ce que vous partagez cette perception de... Mais bien sûr, l'inquiétude, elle est fondée, dans la mesure où
où moi je me demande si on nous dit les musulmans du Nord Cameroun se sont réunis pour faire quelque chose à part, ou bien, je ne sais pas moi, ceux d'Union et Kélé, etc. Mais je sais quelle connotation cela aura. On aura toujours l'impression que nous en sommes encore aux petites guerres, aux petites visions d'avant les indépendances. Donc, il faut d'abord partir du fait que en fait, on présente le fait d'être anglophone comme si c'était un handicap. Mais la culture et la langue dominatrice dans le monde, la langue de la mondialisation, de l'art et de tout, elle est anglophone. Et nous tous, nous avons souhaité élever nos enfants pour qu'ils apprennent l'anglais. Nous, les étudiants des années 70, on allait dans cette partie du Cameroun, aller nous rester 1 ou 2 mois, rien que pour parler l'anglais. Donc, c'est pour dire que, à partir du moment où on essaie d'arranger, justement parce que les revendications étaient bonnes, c'est-à-dire que ce soit les juristes ou que ce soit les enseignants. Simplement pour vous dire que la conférence ne veut pas déjà tout arranger, elle préparait simplement, c'est ce qui a été déclaré par les initiateurs, elle préparait simplement les anglophones à participer de façon globale, avec les interlocuteurs qu'ils ont choisis, avec des arguments qu'ils vont présenter pour que ce soit, c'était pas en tant que tel. Mais disons, passons là-dessus, je voudrais que nous examinions le deuxième volet de cette crise anglophone. Il y a cette initiative importante d'environ 13 milliards de francs CFA pour venir en aide de façon urgente aux populations et à ces régions et aux populations en particulier qui sont concernées, qui souffrent de cette crise anglophone. Mais alors, que pensez-vous de cette initiative? Pour certains de l'opposition et même certains de la société civile, le gouvernement a mis la charrue avant les bœufs. Mais non, mais en temps de guerre, il y a de la détresse. Il n'y a qu'à voir, là maintenant, disons que nous sommes dans la mondialisation, les conflits sont partout, ils sont au Nord Mali, ils sont en Égypte, etc., et en Syrie, pire encore. Mais chaque fois qu'il y a la possibilité de faire une action humanitaire pour soulager la souffrance des gens, et il n'y a pas à spéculer dessus. Donc, je crois que c'est une initiative heureuse, et surtout qu'on a associé aussi la population, qui a montré ainsi la volonté des Camerounais de rester unis. La sécession ne règle rien. Et réellement, la sécession est un échec, est une fracture. Et même à la limite, il faudrait peut-être reprendre le cadre de la décentralisation et trouver des solutions à partir d'un cadre aussi positif. Et cela a été déjà initié par le gouvernement. Et je crois à ce niveau-là, les échanges peuvent être positifs. Donc c'est une bonne chose dans tous les cas. C'est une action humanitaire, il la fallait. Sauf que les gens disent encore que les gens sont encore dans les brousses, sont encore déplacés et que tout cela fait. Alors, votre point de vue par rapport à cela, monsieur du MRC? Oui, le plan d'urgence d'aide humanitaire arrive dans un contexte que beaucoup de Camerounais connaissent. Lorsque les Nations Unies ont décidé d'apporter de l'aide au Cameroun, parce que du côté du nord-ouest et du sud-ouest, on a constaté qu'il y avait beaucoup de déplacés. C'est en ce moment seulement qu'on a vu le gouvernement réagir. Donc l'action du gouvernement vise tout simplement à empêcher les Nations Unies d'intervenir dans ce conflit, mais l'intervention n'était que humanitaire et qu'on devrait normalement saluer. Parce que ce n'est pas il y a 2 mois seulement que ce conflit est né. Ce conflit est né depuis longtemps. Donc maintenant, ce que nous pouvons dire sur ce plan, le plan en lui-même ne pose pas un problème. Le plan en lui-même, en ce qui me concerne, ne pose pas un problème. Mais qu'est-ce qui fait problème? C'est ce qu'on a mis dans ce plan d'urgence humanitaire. Vous imaginez en ce moment... Très brièvement, qu'est-ce qu'on a mis dedans? On a mis quoi, par exemple? Il faut reconstruire les infrastructures qui ont été détruites. La guerre n'est pas terminée. C'est un peu comme si on mettait effectivement la charrue avant les bœufs. Vous allez reconstruire aussitôt lorsque vous partez. Qu'est-ce qui va se passer? Les gens reviennent détruits. Donc, c'est comme si on était face à une situation où il faut trouver des bonnes solutions, mais nous optons pour des solutions qui ne sont pas adéquates. Parce que je dis, si c'est pour donner de la nourriture à ces personnes, mais combien sont-elles? Est-ce qu'on a pu les identifier? Est-ce qu'on a pu évaluer le nombre de Camerounais déplacés, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, pour nous dire aujourd'hui, voilà ce qu'il faut pour
leur venir en aide. Ok, non, comme je vous ai dit tout à l'heure, la crise anglophone mérite plusieurs émissions, et que ce soit la conférence Toumi, que ce soit ce plan d'urgence humanitaire, ça c'est beaucoup d'émissions que ça pourrait mériter. C'est pas dans le cadre de quelques minutes dans une émission globale, mais on vous a un peu compris. Je voudrais qu'on aille un peu maintenant vers vous-même, vous les champions qui veulent postuler les votes des Camerounais aujourd'hui. Et avant d'y aller, c'est-à-dire qu'est-ce que vous offrez, qu'est-ce que vous proposez dans le cadre de mandat que vous demandez solliciter du peuple camerounais. Voyons d'abord cet élément pour nous rafraîchir la mémoire. Ils sont finalement 8 sur 27 homologués par Elections Cameroun et les CAM pour disputer à Paul Biya, le président du Rassemblement démocratique du peuple camerounais RDPC, le bureau du palais de l'unité qu'il occupe depuis 36 ans. Au rang de ceux-ci, les vieux routiers de l'exercice que sont le docteur Adamou Damdjoya, président de l'Union démocratique du Cameroun, UDC, inamovible maire de Fumban dans l'ouest du pays, et l'administrateur civil principal en retraite Garga Aman Adji, président de l'Alliance pour la démocratie et le développement A2D, ancien ministre au ton haut, grand chasseur des baleines de la corruption au Cameroun. S'invite à l'arène pour la première fois l'ancien bâtonnier du Cameroun, Maître Akere Mouna, candidat du Front populaire pour le développement FDP. Cet ancien vice-président de l'ONG Transparency International est originaire de la région anglophone du Nord-Ouest. Joshua Ozi, homme d'affaires, vice-président et candidat du Social Democratic Front, SDF, depuis le renoncement cette fois de son président John Fundi, l'opposant de tous les temps de Paul Biya. Maurice Kamto, le président du mouvement pour la renaissance du Cameroun, MRC, éminent professeur de droit et avocat international, ancien ministre de Paul Biya. Cabral Libilingue, le plus jeune de tous, 38 ans seulement, jeune universitaire et chouchou des médias, à la tête du mouvement 11 millions de citoyens. Il est présenté par le parti Univers. Il y a enfin Serge Espoir Matomba, du Peuple uni pour la rénovation sociale pure, conseiller municipal de la commune de Douala 4e dans le littoral, et Ndifor Afanwi Franklin, anglophone, pasteur pentecôtiste, président du mouvement citoyen national du Cameroun, MCNC, parti créé en mai 2018. Sur ce plateau, la question est simple. Une seule question. Pourquoi le Camerounais devrait vous choisir et pas l'autre, monsieur du RDPC? Qu'est-ce que vous avez encore à montrer que le Camerounais n'ont pas encore vu après 36 ans de pouvoir? Qu'est-ce que vous leur promettez que vous n'avez pas encore donné? Rapidement, de façon synthétique. Nous avons le candidat de ceux qui veulent que la paix revienne au Cameroun. Car avec le candidat Paul Biya, avec son expérience, avec son aura, il peut servir de plateforme principale pour ramener la paix au Cameroun. Car nous le savons, à l'heure actuelle, il y a la guerre au nord et il y a des tensions aiguës à l'ouest. Donc, président de la paix, pour continuer à œuvrer pour le développement et le bien-être des Camerounais en temps de paix réelle. Monsieur DMRC, alors, qu'est-ce que vous, en dehors de demander à Paul Biya de quitter le fauteuil, qu'est-ce que vous offrez, qu'est-ce que vous proposez? Je vais, avant de donner un avis sur notre programme politique, dire que le président Paul Biya n'a plus rien à prouver. Il a tout démontré. Et le peuple camerounais est conscient qu'en 36 ans, le Cameroun n'est pas ce qu'il était avant 1982. Donc on est passé d'un pays en voie de développement à un pays très pauvre et très endetté. Ça veut tout dire. Ça veut tout simplement dire que l'argument selon lequel c'est l'homme qui peut faire développer le Cameroun, c'est un argument. Et qu'est-ce que vous, non, je vais y arriver, apporter? Oui, maintenant, on ne peut pas, nous sommes là déjà. Alors vous-même, qu'est-ce que vous... J'ai un vis-à-vis, qui est le docteur Ngoué, qui est là pour défendre son candidat. Et moi, naturellement, je ne peux pas laisser tout simplement dire que Paul Biya, c'est l'homme de la paix. Mais j'ai compris. La crise qui est là aujourd'hui, c'est lui. C'est arrivé sous qui? C'est sous Paul Biya. La crise avant, au Cameroun, on n'avait pas de guerre, hein, jusqu'en 82. Ah, vous pensez? Alors, le Cameroun a été en paix pendant une bonne vingtaine d'années. Une bonne vingtaine d'années. Et cette paix, si vous l'attribuez tout simplement au président de la République, je dis que c'est une erreur. C'est aussi le fait des Camerounais qui aiment
vivent dans la paix, qui sont un peuple épris de paix. Et maintenant, au MRC, quelle société, quel programme? Voici le MRC. Qui va changer avec ce qu'on connaît aujourd'hui? Projet politique, qui est un projet axé sur 5 M. Allez-y. Les 5 M, ce sont les... Vous n'allez pas les développer en détail parce je ne les développe pas. Je vais juste vous les... Voilà. Le premier point, c'est la modernisation de la politique et des institutions. Il faut moderniser. Organiser le vivre ensemble et il faut moderniser les institutions de la République. D'accord. Deuxième? Le deuxième point, ça porte sur la modernisation de l'économie. Deuxième M. Deuxième M, modernisation de l'économie, aménagement du territoire, développement durable, pour que le Cameroun soit cet havre de paix et de prospérité longtemps souhaité. Troisième M. Le troisième M, c'est la modernisation de l'éducation. Le statut social, le statut de la femme, la place des jeunes. Le probatoire va disparaître ou bien va rester? Non, et la question de l'emploi, qui est un épineux problème au Cameroun. Ça, c'est le troisième M. Oui, le quatrième M, c'est la modernisation de la culture et le développement du sport. Et nous avons le cinquième M. Oui, j'ai parlé de la culture, du tourisme et du sport. Voilà, nous avons donc les 5 M majeurs. Nous allons avoir l'occasion dans un prochain débat que vous allez organiser de venir ici développer le contenu de ces différents points. Sur la forme de l'État, qu'est-ce que vous dites? Sur la forme de l'État... on veut l'unité unitaire ou bien vous allez laisser les anglophones partir comme ils veulent? Ils ne peuvent pas partir. Ils ne veulent d'ailleurs pas partir. Quoi? Parce que alors, nous proposons, et le président national du MRC l'a dit, qu'au soir du 7 octobre, lorsqu'il sera élu, il va convoquer une conférence. Pour faire quoi? Pour permettre aux Camerounais de venir échanger sur la forme que peut prendre l'État du Cameroun. Quelle est la proposition que le MRC va amener là? Non, la proposition ne dépend pas du MRC. Donc c'est le peuple qui choisit. C'est le peuple qui va dire voilà la forme qui nous convient. D'accord, je vous ai compris. Alors, monsieur du RDPC, vous dites? Le Cameroun progresse, le Cameroun réalise et le Cameroun avance. Mais il n'y a pas de poursuite de développement sans paix. Alors nous avons besoin de cette paix pour continuer à avancer. Et Dieu merci, nous avons un grand événement sportif qui va se passer au Cameroun. Et un peu comme ce qu'on a vu en Chine, la Chine qu'on ne voyait plus sur l'échiquier mondial, mais après les Jeux Olympiques en Chine, elle s'est retrouvée 3e puissance mondiale en 3 mois. Donc j'ai l'impression que cet événement sera une sorte de déclencheur au niveau de l'image que le Cameroun présente à l'extérieur et qui est le plus souvent bafouée par les Camerounais eux-mêmes. Et je vais vous donner ça, c'est votre dernier mot. Vraiment, alors maintenant, au moment où nous sortons de cette émission, alors l'élection c'est le 7 octobre, un dernier mot de votre part, rapidement, vraiment un dernier mot, et puis nous sortons, et après je donne le dernier mot également à votre contradicteur sur ce plateau. Oui, le Cameroun s'inscrit dans la continuité comme tous les États du monde. Et donc, nous, notre souhait, notre volonté est de faire que cette échéance se passe de manière, disons, de manière normale, comme c'est le cas pour certains pays qui ont aussi des problèmes de crise, le Mali actuellement. Et le champion, et votre champion. Et pour notre champion, nous attendons à ce que dès qu'il sera reconduit après l'élection du 7 octobre, qu'il nous remette sur les rails intégralement et qu'il soit le père de tous les Camerounais. Ce ne sera pas seulement le père du RDPC. Monsieur, votre dernier mot? Mon dernier mot, c'est un appel. Le président Paul Biya, c'est notre père à nous tous. Il a 85 ans, 36 ans au pouvoir. Nous pensons que le président a donné tout ce qu'il pouvait. Nous disons à tous les Camerounais qui nous regardent et qui nous écoutent qu'on ne peut pas donner une autre chance au président Paul Biya d'enfoncer davantage le Cameroun. Merci bien, merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Je pense que vous avez nourri vos camarades et vos sympathisants des idées à l'occasion de cette présidentielle camerounaise. C'est avec beaucoup de plaisir que nous recevrons ici d'autres candidats si l'opportunité nous est donnée. Aux chers téléspectateurs et auditeurs de la Belle Radio, je vous dis merci et à toutes les équipes de production, merci. Restez, chers téléspectateurs et auditeurs, bien accrochés au programme de votre chaîne panafricaine internationale. Bonsoir et à très bientôt.